Nous allons parler d'un nouveau livre blanc qui est ressorti récemment, le titre Société et vieillissement de la Fondation de l'Académie nationale de médecine, avec Jean-Pierre Michel, qui est professeur émérite de la Faculté de médecine de Genève et membre de l'Académie nationale de médecine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, et ensuite on va parler du livre blanc, et puis surtout du contenu du livre blanc. Ok. Alors, moi je suis gériatre. Je suis gériatre vraiment de bout en bout, je peux dire. En fait, j'ai été agrégé de médecine interne en France à Limoges en 1977. Et puis, je me suis énormément engagé en gériatrie. Je suis devenu chef de service et surtout, j'ai été reconnu parce que j'ai fait beaucoup d'enseignements. À l'époque, c'était un petit peu pas la mode de faire des enseignements. J'ai essentiellement vraiment fait beaucoup d'enseignements pour les médecins généralistes. J'ai formé 800 médecins généralistes, ce qui m'a fait connaître à Genève. Et Genève m'a appelé pour être professeur de 25 ans. Donc pendant 25 ans, j'ai fait cette profession de gériatre et maintenant je suis émérite et je suis vraiment épanoui parce que après ce travail professionnel, on a d'autres activités et en particulier, bon, je suis membre de l'Académie de médecine. J'ai fait un livre, un textbook qui s'appelle Oxford Textbook de gériatrie. Je suis en train de préparer la quatrième édition. J'ai fait un rapport de la SAPEA, qui est la, la chose la plus importante en Europe par rapport à toutes les académies européennes, donc il s'appelait Transforming the Future of Aging. Et puis, bien comme j'ai fait ça au nom de l'Académie de médecine, la fondation de l'Académie m'a demandé si je pouvais traduire tout le travail que j'avais fait avec 50 experts derrière mon dos pour faire des sessions au niveau de la fondation de l'Académie de médecine. Donc nous avons fait quatre sessions, quatre sessions qui ont eu lieu avant la période Covid, pour dire qu'est-ce que c'est que le bien vieillir. Alors, bien sûr, en quatre sessions, on ne peut pas traiter le bien vieillir, mais on a traité beaucoup d'aspects du bien vieillir. Et puis, le petit livre dont vous avez parlé, qui est en fait simplement un petit opuscule, c'est la traduction de ce qui a été dit pendant les quatre sessions de 4 heures à la Fondation de l'Académie Moi, de médecine. moi, la première question qui me vient, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le bien vieillir. Qu'est-ce qu'on apporte de plus ou, enfin, quelle vision, quel éclairage vous apportez de plus? Alors, je crois que le problème de la gériatrie, c'est un problème tout à fait de prendre une discipline holistique, c'est-à-dire dans tous ces ensembles. Il n'y a pas que la santé, il y a la santé fonctionnelle, il y a tout l'environnement social, il y a l'environnement économique. Donc, on n'a pas fait ça en tant que gériatre, on a fait ça plus une approche gérontologique globale du vieillissement et du bien vieillir. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Alors, bien sûr, il y a tous les aspects possibles. D'abord, on a parlé de démographie, mais ça, tout le monde connaît bien les problèmes démographiques en ce moment, avec le vieillissement par le haut, de plus en plus de grands vieux, le vieillissement par le bas, moins en moins d'enfants, et puis surtout une tendance qui va s'accentuer dans les prochaines années avec des sujets jeunes comme vous, qui allez devenir de plus en plus vieux. Vous allez en gagner environ 6 à 8 ans d'espérance de vie par rapport à vos parents, donc il faut bien vous préparer pour ça. Et puis ensuite, on a pris quelques sujets thèmes, quelques sujets vraiment importants. On a pris la notion de comment on pouvait bien vieillir et en prenant soin de soi et en prenant soin des autres, parce que Oui, j'ai ça, vu. c'est Ouais. vraiment très Quatrième point, important. c'est prendre soin des autres, le quatrième chapitre. Voilà. Et puis, on a parlé un petit peu des chutes, on a parlé de la fin de vie. Donc, on n'a pas envisagé tout l'ensemble du vieillissement, mais on les a abordés sur différents aspects. Et en particulier, on n'a aussi pas oublié l'aspect socio-économique qui est absolument majeur. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Pas forcément, mais ça a été l'occasion de débats extrêmement valables avec des participants qui posaient des questions qui les intéressaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était assez intéressant, même très intéressant. Dans les débats, vous arrivez à aux mêmes conclusions, parce que moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, à Saint-Gallen, dans l'est de la Suisse, il y avait Oui, une conférence internationale. Il y avait oui, deux chercheurs, en fait, sur le vieillissement. Et il y en a un qui disait non, l'espérance de vie dans les pays développés va diminuer.
et l'autre va augmenter. C'était deux professeurs enfin, d'université très prestigieuses. Alors, Dans vos débats, vous êtes arrivé à la même, il y a un consensus, je pense que, moi, j'ai beaucoup participé à ces réunions à Saint-Gall, ouais, euh, souvent comme conférencier, donc vous ne m'avez pas écouté, ouais. mais en Je ne me fait, souviens plus, alors désolé. je crois que c'est relativement simple. Toute la population du monde va augmenter, les plus de 65 ans. On sait qu'aujourd'hui, on a 700 millions de personnes âgées dans le monde. On sait qu'en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, il y aura un doublement, 1,5 milliard de personnes âgées. Et l'espérance de vie en France va augmenter. D'accord. L'espérance de vie dans tous les pays avoisinants et même dans les pays dits de bas niveau socio-économique vont augmenter. Et chez nous, comme je vous l'ai dit, la courbe va stagner aux alentours de 2045-2050, mais elle sera quand même très importante. Et le gros problème, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de grands vieux. Et c'est ça. En France, je crois qu'en 2050, il y aura plus de 11% de sujets de plus de 80 ans. C'est ça. L'espérance de vie commence, continue à augmenter en Europe. L'espérance de vie en bonne santé. Alors ça, On c'est une entend dire que ça catastrophe. stabilise. Au minimum, Ouais. ça se stabilise. Non, d'abord, il faut parler des chiffres français. Les chiffres français sont vraiment épouvantables. Parce que Jean-Marie Robin, qui est un grand spécialiste de la chose, a bien montré que pendant 3 décennies, on avait une diminution, enfin, une espérance de vie en santé qui augmentait. Et on disait qu'on était dans une notion euphorique où on allait augmenter cette espérance de vie en bonne santé par rapport à l'espérance de vie totale. Et puis maintenant, depuis 10 ans environ, on diminue. Et on est très mal placé en France, on est très mal placé par rapport aux pays européens et particulièrement par rapport à la Suède, par rapport aux pays nordiques. Et on est à peu près le double de périodes en incapacité dans nos propres pays. Donc c'est vraiment une catastrophe et c'est ce qu'il faut augmenter, c'est l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire fonctionnellement actif, puisque en 2015, l'OMS a défini la bonne santé comme étant un vieillissement en fonctionnellement actif. Donc le processus doit être envisagé sur toute la vie. D'abord une augmentation des capacités fonctionnelles de l'individu le plus possible pendant la croissance, et puis ensuite un maintien de ces capacités avant le déclin. Et pendant cette période de déclin, il y a incontestablement une relation entre l'individu lui-même et son environnement de vie, et l'environnement de vie doit protéger contre vraiment cette dégradation fonctionnelle. Qu'est-ce qui explique sur ce point la différence entre la France et la Suède? Ah, je ne sais pas, et personne ne sait vraiment. On peut reparler de ces problèmes en disant que c'est parce qu'il y a pas, il y a trop de sédentarité, qu'il y a trop de tabagisme, il y a trop d'obésité, ces choses-là. Mais ce sont des facteurs qui, incontestablement, et peut-être pas assez de prévention. Enfin, personnellement, je plaide de façon majeure pour la prévention du vieillissement. Mais je crois que ça va être un des thèmes que l'on va aborder tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a étonné en allant en Suède, c'est moi, j'habite Berlin, hein. Alors, Oui. je me suis dit, tiens, la Suède, c'est collectif, c'est comme Berlin, c'est comme l'allemand, etc. Mhm. Et en fait, non, moi, j'étais très étonné quand je suis arrivé à Stockholm de voir des gens qui n'étaient pas individualistes, mais qui étaient plutôt autonomes. C'est qu'en fait, Exactement. ils se prennent en charge. Voilà. Mais ça, c'est dû au système social, etc. Puis la culture, ils se prennent en charge. Mais Et, qu'est-ce que c'est important? et ça, je me suis dit, bon, quelqu'un qui se prend en charge, peut-être qu'il est plus dans la prévention. Voilà, exactement. Nous manquons de prévention. Et moi, récemment, j'étais avec quelqu'un du ministère des Français, du ministère des Affaires sociales françaises, et il me disait, voilà, on a deux grands problèmes, l'augmentation du nombre de personnes âgées et le problème d'autonomie. Ah, d'accord, ce sont deux problèmes. Mais entre les deux, il y a la notion de prévention. Et avant de construire des maisons de retraite, tant et plus, il faut faire de la prévention, prévention de la perte d'autonomie, la perte de dépendance, comme je dis, plus, qui est vraiment fondamentale. Dans vos débats, vous avez abordé pas mal de sujets. Vous avez abordé bon, le vieillissement individuel en bonne santé, prendre soin de soi. Après, retarder les maladies chroniques, enfin les aléas de maladies chroniques. Je résume, hein. Après, prendre soin des autres, le côté, on va dire, social, puis prendre soin des Oui, autres. Après, il y a bénéficier des innovations technologiques. Et ensuite, le côté spirituel et croyance. exactement. Dans ces différents points, le point ou les points les plus importants, C'est la prévention individuelle. C'est la prévention d'après vous. individuelle. Ça veut dire, C'est prendre soin de soi. C'est donc, prendre soin de soi tout au long de la vie. donc là, là, on y inclut pas trop forcer sur le corps, manger correctement.
faire du sport, enfin, être actif, c'est ça. Oui, il y a un point aussi qui a peut-être pas été assez soulevé pendant ces débats, c'est l'éducation. Parce que vraiment, l'éducation de base et l'éducation en santé, elles manquent terriblement en France. Et donc, ça, c'est un point important, parce qu'avec l'éducation, on arrive à mieux impliquer les gens en leur disant, attention, attention, si vous faites ça, ça et ça, vous allez avoir du bénéfice. Si au contraire, vous n'avez pas d'éducation et vous ne comprenez pas pourquoi on vous passe ces messages, à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais effectivement, à mon avis, ce sont les thèmes majeurs. Et il faut bien pas oublier qu'il y a aussi l'environnement personnel, individuel, autour de soi, qui est autour de soi, comment les gens se comportent, quelles informations ils vous transmettent, et on voit très bien ça dans la crise Covid, comme l'environnement personnel a été important. En quoi est-ce que prendre soin des autres est bon pour soi? Enfin, enfin, moi, je comprends l'intérêt, mais je voudrais qu'on l'explique. Quel est le lien de prendre soin des C'est une autres? interaction continue, permanente, L'interaction, habituelle. d'accord. Voilà, c'est une interaction continuelle. Et on voit très bien pour la Covid, je ne voudrais pas insister là-dessus, mais pour les vaccinations, le bouche à bouche, le passage de SMS contradictoire, tout ça, c'est vraiment très important. Et puis, le fait d'avoir un entourage affectif autour de soi permet de mieux grandir, d'avoir aussi des petits-enfants et voir comment ils évoluent, de voir ses amis. Ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, pratiquement aussi important que le vieillissement individuel propre. Là, en vous écouter, pour moi, j'interprète sur deux critères. Il y a le côté émotionnel, positif, Oui, et puis après, il y a le côté les interactions avec les autres, donc plus d'interactions cérébrales. Donc, exactement. maintien, c'est les deux. Exactement, exactement. Et on voit très bien. Enfin, moi, j'ai malheureusement des amis médecins qui, au moment de la retraite, après un travail vraiment intense de médecin s'arrête brutalement. Et ça, c'est une catastrophe. Il faut surtout continuer intellectuellement, ouvrir d'esprit, être positif et avoir des tas d'ouvertures sur le monde, sur des domaines que l'on ne connaît pas. Autrement, ben, c'est une catastrophe et ils deviennent très facilement dépendants, perte d'autonomie et autres. Et je suis vraiment frappé par ça. Il faut continuer toute sa vie à être engagé dans la vie, dans le monde. Et Le quelle que côté, soit la motivation. Oui, le côté émotionnel, on va dire, les émotions dites positives, est-ce que ça, c'est relié, d'après vous, au fait que l'émotion, la colère ou le stress, j'allais dire, oxyde le corps ou aggrave. alors je Est-ce que crois ça, qu'il y a c'est, est-ce qu'en vraiment. fait, est-ce que tu as un lien entre l'émotion positive et le corps qui entre guillemets, s'use moins, entre guillemets, Oui, par... exactement. Et c'est très amusant parce que quand on remonte dans mon histoire de vie et quand on discute avec, par exemple, Agnès Steline, qui était professeur à Bâle, qui a monté une des premières cliniques de la mémoire, il s'est rendu compte qu'en stimulant la mémoire, les gens étaient physiquement plus habiles. Et inversement, quand ils faisaient des activités physiques, ils avaient une mémoire qui augmentait, une capacité. Donc il y a vraiment des liens que l'on ne saisit pas bien, mais qui montrent bien que cerveau et corps, eux, fonctionnent ensemble et sont interactifs tout au long de la vie. Autre point, moi, qui m'intéresse, ça m'a souvent intéressé, la liaison entre croyance et spiritualité et le bien vieillir. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, alors ça, c'est quand même quelque chose qui a été découvert particulièrement chez les personnes qui étaient dans des communautés religieuses. Et il y a une histoire qui est absolument fabuleuse, c'est l'histoire de la Sœur Marie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Sœur Marie, c'est une publication de Snowdown. Sœur Marie était une petite fille de 8 ans qui était orpheline et qui a été mise dans un couvent à l'âge donc de 8 ans. Et elle a été élevée par les sœurs, elle a grandi dans ce milieu, elle est devenue institutrice, elle est devenue ensuite de plus en plus importante et à l'âge de 80 ans, elle était la responsable de toute une communauté religieuse. Elle connaissait parfaitement tous les enfants qui avaient été à l'école, elle connaissait leurs prénoms, elle connaissait les filiations, etc. Et cette dame avait accepté, cette religieuse avait accepté que toutes les religieuses de sa communauté aient des tests neuropsychologiques tous les ans et donnent leur cerveau pour analyse. Et Sœur Marie était vraiment une femme absolument extraordinaire. Tous les tests psychologiques étaient normaux. Et quand elle est décédée et qu'on a découvert son cerveau en anatomopathologie, on a trouvé qu'elle avait un cerveau plein d'amyloïdes aurait pu bien correspondre à un cerveau de maladie d'Alzheimer. Et en fait, elle avait tellement ce que l'on appelle une réserve
cognitive, qu'elle D'accord. était capable de cacher tous ces petits problèmes et elle était vraiment fabuleuse. Et la notion de réserve cognitive est fondamentale. Elle revient à ce que je disais antérieurement, c'est-à-dire qu'il faut une éducation tout au long de la vie, il faut la continuer, il faut avoir non seulement une éducation, mais aussi des responsabilités, des échanges avec les autres pour arriver à gagner cette réserve cognitive ou réserve cérébrale qui permet de retarder l'apparition des symptômes de la maladie, Si je éventuellement. résume un peu, peut-être ultra résumé, vous allez me le dire, c'est plus de connexions neuronales, plus de synapses, en fait, de liaisons Voilà, entre les plus de neurones. plasticité. Plasticité, voilà, qui fait que ça compense. Voilà, C'est exactement. ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que c'est aussi le fait que les personnes qui sont croyantes euh, en une vie au-delà, etc., changeant de choses, est-ce que ça, on a l'impression on note qu'elles vivent plus longtemps, enfin, une meilleure santé, enfin, vous allez me le dire, et est-ce que ça, c'est lié au fait qu'elles stressent moins dans la vie? Ah, peut-être. Ou est-ce que c'est très spirituel? Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Moi, si on reste basique, si on reste basique, Non, est-ce non. que, et qu'on reste dans la croyance qu'on est des êtres humains et pas la conscience, Mais mais ce que je veux dire, la conscience qui regarde l'être humain, je- euh, est-ce que c'est la question aussi de stress? Est-ce qu'on peut faire le lien avec le stress? J'aime bien votre idée. Je n'y avais pas pensé, je le dis en toute sincérité, mais j'y avais bien pensé. Je crois qu'il faudrait que pour les personnes qui nous écoutent, on ne parle pas uniquement d'une religion, mais de la spiritualité Ah oui, c'est ça, oui, oui, c'est globalement. ça, oui. C'est pour ça que je parle de croyance, croyance Voilà, religieuse, c'est pas la la religion, croyance bien évidemment. globale, spiritualité, qui permet certainement de peut-être pas de diminuer les stress, mais de les percevoir de façon tout à fait minime par rapport à l'au-delà et par rapport à leur C'est ça. spiritualité grande. Oui, vous avez strictement raison, je n'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est une très bonne explication. Merci, Frédéric. Le côté innovation technologique, Oui. on a l'impression que c'est un peu l'intrus, enfin, moi quand je vois le sommaire, que c'est un peu l'intrus dans votre document. Non, pas tout à fait. En fait, la fracture, le Covid a révélé une fracture technologique absolument extraordinaire. En 2017, il y a eu une étude française pour savoir comment les personnes âgées en France pratiquaient avec la nouvelle technologie. Et 20% des, à peine 20% des plus de 75 ans avaient un ordinateur ou pratiquaient un petit peu de technologie. Ils avaient tous des appareils, ils avaient des PC, ils avaient des mobiles, ils avaient plein de choses, mais en fait, ils n'étaient pas habiles dans la chose. Donc 80% se sont trouvés confrontés à la fracture technologique qui est apparue. Et cette fracture technologique, il ne faut pas la voir simplement au niveau, il faut la voir dans la vie de tous les jours. Pour les impôts, et ça a été récemment dit dans une table ronde, pour la déclaration d'impôts, pour les assurances, pour la poste, pour les timbres, pour tout, on a besoin de ce problème technologique. Alors maintenant, on a abordé ce sujet pour savoir comment est-ce qu'on pouvait aller vers une société où la technologie permettait à la fois la communication, la sécurité personnelle, la sécurité environnementale et un thème qui est vraiment un tout petit peu débutant, mais comment l'informatique, la robotique peut aider aux activités de la vie quotidienne. Donc, sécurité personnelle, sécurité individuelle, communication et aussi bien-être par rapport à un apport dans la vie de tous les jours. Ah oui, C'est ça qui est d'accord, important. d'accord. Oui, et donc en fait, on peut imaginer que les innovations technologiques permettent, le point numéro 2, de s'informer pour vivre en bonne santé, permettent d'être en Communiquer avec les contact, autres. Oui, ouais, c'est ça, d'accord, ok, et prendre soin des autres, effectivement. Et- oui, D'accord, ça est relié. oui. D'accord. J'ai 53 ans. Oui. Comment est-ce que je fais pour vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans? Alors écoutez, pour moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais je peux vous dire une seule chose. Toutes les études ont montré que quand on prenait la vitesse de marche, tout se dégrade entre 50 et 60 ans. Quand on prend l'équilibre sur une jambe, les yeux ouverts, tout se dégrade entre 50 et 60 ans. Quand on prend le lever d'une chaise, c'est-à-dire les muscles, la force des muscles inférieurs, tout se dégrade entre 50 et 60 ans. Donc c'est à ce moment-là, la mi-vie est une période clé. Et vous êtes à une période clé de votre vie où vous devez arriver à tout faire pour garder et pour maintenir votre activité fonctionnelle. C'est là qu'il faut agir. C'est pas ensuite. Ensuite, vous pouvez bien sûr agir, mais ce sera beaucoup moins important que maintenant. Donc, la période à laquelle il faut agir, c'est vraiment la période où vous êtes actuellement, avec, bien sûr, pas de tabac, des exercices physiques
une bonne alimentation. Et puis, si possible, comme on l'a dit tout à l'heure, de la spiritualité. Mais c'est ça le bien vieillir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas une petite maladie ou une maladie même qui va survenir, qui va vous empêcher de bien vieillir. Bien vieillir, c'est être fonctionnellement actif. C'est d'avoir une indépendance dans la vie de tous les jours, avoir plaisir, avoir de la qualité de vie dans tout ce que vous faites tous les jours. Et ça se déroule entre 50 et 50, entre 50 et 60 ans. Et puis la catastrophe, c'est justement à 60 ans ou à 65 ans, quand vous êtes à la retraite, de tout arrêter, parce que c'est là où il faut continuer. Quelqu'un qui nous écoute et qui a 65 ans. Eh bien, il faut qu'il fasse tout pour récupérer. Il faut Ah, qu'il donc, ouais, c'est là que je voulais en venir, génial. Est-ce que on peut récupérer quelque chose? Mais oui, vous pouvez récupérer sans aucun problème. Parce que récupérer des Simplement, muscles, bon, ça c'est clair, récupérer des muscles, on va à la salle de sport, quelque chose, bon bref, on récupère des muscles. écoutez, il y a une chose que je présente souvent quand je fais un topo sur la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire. La fonte musculaire, elle débute à vos âges à peu près. Et elle est d'à peu près de 8% par décennie d'âge. Et elle continue tout au long de votre vie. En fait, il y a un monsieur de 92 ans qui a été l'objet d'une étude. On lui a fait un MRI du mollet et puis on lui a demandé de faire des exercices tous les jours. Tous les jours, il a fait des exercices. En 3 mois, il a gagné 40% de sa masse musculaire. 40% à l'âge de 92 ans. Alors, tous les gens de 92 ans ne sont pas capables de faire 1 heure d'exercice tous les jours. Mais ce monsieur a été capable et il a gagné 40% de masse musculaire sans aucun apport protéique supplémentaire, sans aucun apport vitaminique supplémentaire, sans apport de supplément nutritionnel. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer à tous les âges de la vie. Et à 65 ans, c'est un bel âge pour exploser. Est-ce qu'on peut aussi récupérer des fonctionnalités cérébrales? Ou, dans le sens général, fonctionnalité, c'est pas le bon terme. Là, ça dépend d'abord de l'éducation et du niveau de sa réserve cognitive antérieure, ça c'est sûr. Mais D'accord. si on la maintient, la plasticité cérébrale, elle existe à tous les âges de la vie. Alors bien sûr, on va tous avoir à un moment donné des petits manques de mots, des choses comme ça, mais ça ne Normal, m'empêche ça. pas le raisonnement, ça n'empêche pas d'avoir des idées, ça n'empêche pas de garder son discernement, c'est des choses absolument fondamentales pour moi. Oui, il faut être très positif et changer complètement l'image du vieillissement en essayant de voir un vieillissement positif jusqu'au bout et de voir que ces gens qui s'ennuient après 65 ans, c'est pas normal. Il faut qu'ils prennent d'autres activités, qu'ils prennent d'autres loisirs, qu'ils fassent d'autres choses et qu'ils restent actifs et dynamiques. J'avais lu une étude qui indiquait que si on faisait toutes ces démarches, en fait, de manière contrainte, que ça avait un Contraint. effet quasiment opposé, dans le sens que le fait que ce soit contraint Bah bien sûr. et qu'on subissait, en Bah, fait, que ça avait un effet. c'est tout à fait logique. Les gens veulent, ils avancent en reculant, donc c'est pas possible. Il faut vraiment positiver la retraite. Et quand j'entends parler de ce débat de retraite, moi personnellement, j'avoue que je suis affolé parce que la retraite, en espagnol, ça se dit jubilation. C'est Et ça, oui, oui. ça devrait être une jubilation, c'est-à-dire d'être, quand vous me demandez comment je vis ma retraite après avoir quitté le département, la chefferie de département, mais j'étais soulagé parce que j'avais beaucoup moins de responsabilités et je pouvais faire plein de choses différentes. Alors, c'est toujours dans le milieu gériatrique, mais c'est tellement un milieu riche que je m'enrichis tous les jours par des idées, par des contacts avec vous, par exemple, ou avec d'autres personnes. Une conclusion à l'émission. À changer complètement l'idée du vieillissement, valoriser le vieillissement lui-même, valoriser l'entourage du vieillissement, des personnes qui vieillissent, valoriser les aidants qui sont autour de nous, valoriser les personnels de santé qui s'occupent des sujets âgés. Ça, c'est des thèmes absolument majeurs. Il faut qu'on positive la notion de vieillissement et que demain, on va être confronté à une vague qui est prévisible et il ne faut pas attendre que, comme pour le climat, on soit dans le problème pour le résoudre. Il faut envisager, anticiper et vraiment, je crois que ça, c'est vraiment le message que j'aimerais passer. Positiver, positiver, valoriser, valoriser. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Michel. Je rappelle que vous êtes Merci. professeur émérite de la faculté de médecine de Genève et membre de l'Académie nationale de médecine. Vous pouvez télécharger le livre blanc sous le lien qui est sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir.